Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Anna Badji et Moustapha Sow, deux employés du ministère de l'Énergie, perdent la vie dans un accident de la route. Le drame est survenu entre Kidira et Goudiri. Les victimes rentraient d'une mission de contrôle des activités minières au bord du fleuve Falémé. Un délai de 6 mois au lieu de 3, c'est ce que réclament les conducteurs de deux roues pour régulariser leur situation. Lors d'une manifestation qu'ils ont tenue, ces derniers n'ont pas manqué de dénoncer les arrestations répétitives dont ils font l'objet. 91 dossiers traités, 162 arrestations, c'est le bilan du pôle judiciaire financier en 4 mois de fonctionnement. Ce nouveau corps de contrôle est, selon le Forum du justiciable, l'une des meilleures réformes du système judiciaire. Babacar Ba enjoint toutefois ses dirigeants à accomplir leur mission en tenant compte des droits de la défense. Enfin, c'est le moment de sortir les vêtements pour le froid du placard. La Nassim annonce le premier petit coup de froid de la saison avec une baisse des températures qui vont osciller entre 10 et 18 degrés. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec ce décès tragique de deux employés du ministère du pétrole et des mines, le ministère de l'énergie, qui annonce avec regret un accident tragique survenu entre Kidira et Goudiri impliquant 4 agents en mission. L'ingénieur topographe mademoiselle Anna Badji et le chauffeur monsieur Moustapha Sow de la direction du contrôle et de la surveillance des opérations minières ont malheureusement succombé dans cette collision avec un camion. Leurs dépouilles sont en train d'être acheminées vers Dakar pour être remises aux familles respectives. Les blessés, M. Modou Diop, ingénieur géologue, et M. Abdoulaye Diouf, environnementaliste, sont évacués à l'hôpital régional de Tambacounda où ils sont entièrement pris en charge. Au nom de M. le Président de la République et de M. le Premier ministre, le ministre Birame Souleye Diop présente ses condoléances attristées aux familles des victimes ainsi qu'à tous les agents du ministère de l'énergie, du pétrole et des mines. Qu'Allah le Tout-Puissant accueille les défunts en son paradis céleste et accorde un prompt rétablissement aux blessés. La date et l'heure de leur inhumation seront communiquées ultérieurement. Les conducteurs de deux roues sont montés au créneau pour dénoncer le délai de 3 mois qui leur a été accordé pour se faire réglementer. Un délai qu'ils trouvent court, dont ils requièrent un prolongement de la part des autorités. Ces conducteurs de deux roues n'ont pas manqué de dénoncer les arrestations répétitives dont ils font l'objet. Les détails, c'est avec Aminata Ba et Ousmane Baldé. Impossible de se formaliser en 3 mois, c'est ce que soutiennent des conducteurs de moto à Yeumbeul, très remontés. Ils estiment que le délai qui est leur fixé est trop court. Les conducteurs de moto Jakarta sont des soutiens de famille. Les autorités nous demandent de débourser 90 000 francs CFA pour le permis de conduire, 19 000 francs pour l'assurance et 28 000 francs CFA pour l'immatriculation. Et durant toute l'année, nous peinons à épargner 50 000 francs. Et c'est aussi impossible de faire tout cela en 3 mois. En plus, les forces de l'ordre ne leur facilitent pas la tâche. Selon eux, elles continuent toujours de les arrêter avec des sanctions pécuniaires répétitives sur la route. Fallou, conducteur de moto, s'en désole. Mais ce 3 mois, les autorités nous ont accordé 3 mois pour la réglementation, mais les forces de l'ordre continuent à nous interpeller à tout bout du champ. Et à chaque fois, nous déboursons de l'argent pour s'en sortir. Nous avons du coup des difficultés financières pour régler nos papiers. Ces conducteurs de moto de roues à Yeumbeul demandent aux autorités de prolonger la date de 6 mois, mais aussi d'aménager des points d'immatriculation dans le département de Keur Massar afin de leur faciliter leur réglementation. Allez, parlons consommation avec le prix de l'huile qui risque de connaître une hausse. Le prix du riz, lui, a connu une baisse selon l'association des boutiquiers et détaillants du Sénégal en assemblée générale aux Parcelles Assainies. Ces boutiquiers rappellent à l'État du Sénégal que cette hausse de l'huile ne dépend pas d'eux, mais plutôt des grossistes. Toutefois, ils dénoncent la tracasserie des agents contrôleurs. El Hadj Mamour Mbakelo est le secrétaire général de l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal et il nous en dit
plus au micro d'Abdoulaye Patéane. Nous savons tous que l'État avait fixé le prix de riz non parfumé à 350, à 410. Nous, les commerçants, on vend le kilo de riz à 350, voire 325. Donc cela montre que nous respectons les prix. Concernant l'huile, on sait bien tous qu'il y a une augmentation de l'huile. L'huile 20 litres, nous l'achetons à 21 250. Donc l'État avait fixé le prix de l'huile à 1000 francs. Donc on ne peut pas vendre l'huile à 1000 francs. C'est pour cela que les agents de contrôle prix nous donnent des sanctions, des amendes lourdes qui varient entre 15 000, 25 000 et 50 000, voire plus de ça. Il y a aussi des problèmes de risque de commerce. En 4 mois, le pôle judiciaire financier a traité 91 dossiers, dont 87 ont été transmis au juge d'instruction. Le parquet financier a également ordonné 162 arrestations. Des informations communiquées par le procureur de la République sur les antennes de la RTS. Fatima Touré nous fait le point. Bini tambali liggéey bi tollu ci ñeenti weer pôle judiciaire financier ni càmbar na ci lu tollu ci juróom-ñeent fukk ak benn dossier ci juróom-ñeent fukk ak benn dossier yooyee mu ne yëg na ci lu tollu ci juróom-ñaari fukk ak juróom-ñaar ci ay dossiers. Un élément dont nous vous transmettrons la version française certainement au cours de nos prochaines interventions. Nous poursuivons toutefois avec le pôle judiciaire financier, une des meilleures réformes de notre système judiciaire selon le Forum du justiciable. Pour son président, les corps de contrôle que sont la CENTIF, l'IGE, l'OFNAC ont fait un excellent travail pour lutter contre la criminalité financière. Toutefois, il appartient maintenant au pôle judiciaire et financier de réprimer les délinquants financiers dans le respect strict des droits de la défense. Babacar Ba, président du Forum du justiciable, que nous écoutons avec nos confrères de la RTS. Le parquet financier fait partie en tout cas des plus belles réformes de notre système judiciaire. Ça ne sert à rien aujourd'hui qu'on ait des corps de contrôle qui produisent des rapports et que ces rapports ne sont pas diligentés, donc l'efficacité dans la répression. Mais également, il faut une juridiction qui est capable de préserver, de garantir aux personnes qui sont déférées devant elle les droits de la défense. Si vous vous souvenez bien, dans l'affaire Karim Wade, le groupe de travail des Nations Unies reprochait à l'État du Sénégal d'avoir une juridiction spéciale où le principe du double degré de juridiction n'y était pas consacré. Les droits de la défense, quand même, il faut avoir le courage de le dire, les droits de la défense aujourd'hui, par rapport au pôle judiciaire financier, je pense que les droits de la défense sont garantis. À Ziguinchor, le rapport sur la détention du capitaine René Capin-Bassène, du journaliste plutôt René Capin-Bassène, publié par le CPJ hier, fait réagir sa famille. Celle-ci atteste que le journaliste est malade, par conséquent, il doit être libéré pour se soigner correctement. René Capin-Bassène attendrait même de subir une intervention chirurgicale au niveau de son oreille. Retour sur tout cela avec Boubacar Diassi et Lamine Mandian. C'est le comité de protection des journalistes qui a fait ces révélations dans son rapport rendu public ce 16 janvier 2025. Selon ce rapport, le journaliste sénégalais René Capin-Bassène purge une peine de prison à vie après avoir été reconnu coupable d'avoir orchestré un massacre en Casamance. Le comité de protection des journalistes révèle, suite à une enquête dont une partie a été réalisée sur le terrain, notamment ici, que des failles et des incohérences existeraient dans la condamnation du journaliste René Capin-Bassène. Ces incohérences, elles sont très nombreuses, mais on va citer les principales. Déjà en partant de la supposée géolocalisation de son téléphone sur les lieux, alors que plusieurs personnes nous ont témoigné, nous ont confirmé qu'il n'était absolument pas présent sur les lieux. Il y a également les témoignages qui ont été prêtés à ses co-accusés. Tous l'ont balayé, tous ont dit qu'il y avait soit
qu'ils avaient soit fait des aveux sous la contrainte, ou en tout cas qu'ils avaient fait des déclarations qui ont été tronquées au moment de la présentation au procès. Le procès des détenus de Bofa Bayotte s'est ouvert à Ziguinchor. Il aura été un procès fleuve à rebondissement. En fin de compte, sur la quarantaine de prévenus, seul le journaliste René Capain-Bassène est resté en prison. Selon sa famille, le journaliste est gravement malade, au point de devoir subir une intervention chirurgicale à l'oreille. Il devrait subir une opération et cela a mal tourné. Et depuis lors, notre frère souffre. Et pour cela, nous demandons sa libération afin qu'il puisse aller se traiter correctement pour préserver son oreille, mais aussi sa santé en général. Au plan judiciaire, le journaliste René Capain-Bassène s'est pourvu en cassation de l'arrêt qui le condamne à vie. S'il est débouté, il devrait pouvoir introduire une demande de grâce présidentielle. À Diourbel, les acteurs du monde rural plaident une révision de la loi d'orientation sylvopastorale. C'est la conclusion à laquelle ils sont arrivés après 3 jours de concertation initiée par le cadre de concertation des ruraux. Babacar Diouf et Nongou Ndiaye nous en disent plus. Dans cette région centre du pays, cultivateurs et éleveurs s'accordent sur un point. La loi agro-sylvopastorale doit être revue et corrigée. Donc les travaux de ces 2 jours-là pour encore renforcer la région de Diourbel en perspective de cette révision de la loi d'orientation agro-sylvopastorale. Pour Ibrahima Fall, gouverneur de région, les différentes communes doivent disposer d'une planification spéciale. Avoir un document de planification qui permet d'organiser l'espace au niveau de chaque département, mais surtout l'espace communal et en utilisant donc les innovations, notamment donc les coordonnées GPS, et ce qui évitera, donc ça nous permettra d'éviter les conflits qui existent entre parfois donc agriculteurs et éleveurs. La sécurisation du bétail et de leurs propriétaires est aussi une des préoccupations du gouverneur et des participants à ces journées de concertation. De la réflexion, donc ça apparaît dans les travaux. Il y a le vol de bétail qui constitue également un phénomène récurrent dans la région de Diourbel. Et pour lutter contre cela, je pense qu'ils ont donc pu identifier quelques actions. On puisse renforcer donc l'identification du bétail avec des puces électroniques. Mais surtout maintenant, nous l'avons constaté dans la région qu'il y a des enfants qui parfois confient ce bétail. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse relever donc l'âge de ces personnes qui guident le bétail. Pendant 3 jours, éleveurs, agriculteurs de la région ont réfléchi sur les modalités de leur parfaite cohabitation. Une initiative du CNCR avec l'appui technique et financier d'AgriSud International. Babacar Diouf, si vous aviez à ce jour gardé encore des vestes et pullovers dans vos placards, eh bien, mesdames et messieurs, c'est le moment ou jamais de les sortir. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie annonce une baisse significative des températures sur l'ensemble du territoire sénégalais, des baisses entre le 18 et le 20 janvier. Cette fraîcheur sera plus marquée durant la nuit au petit matin, avec des variations de température qui devraient toucher principalement les régions du nord, du centre et de l'est du pays. Dans les zones nord du pays telles que Matam, Louga et Linguère, les températures minimales varieront entre 10 et 15 degrés, tandis que dans les localités comme Saint-Louis et Podor, les températures nocturnes seront particulièrement fraîches. Le refroidissement sera également sensible dans les grandes villes du centre, notamment Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick et Kaolack, où la fraîcheur sera perceptible tout au long de la journée, mais surtout la nuit, avec des températures minimales comprises entre 16 et 18 degrés. Dans le sud du pays, en revanche, les températures devraient être plus douces, avec des minimales variant entre 18 et 20 degrés. Bien que la baisse des températures soit moins marquée dans ces régions, elles connaîtront néanmoins une période plus fraîche par rapport aux températures habituelles. L'ANACIM invite la population à prendre les précautions nécessaires face à cette chute de température, notamment en portant des vêtements chauds, en particulier durant les périodes nocturnes et matinales. Dans la région de Louga, nombreux villages continuent de vivre dans des conditions précaires marquées par une absence totale d'infrastructures sociales de base. L'accès à l'eau potable, à l'électricité, à des équipements sanitaires demeurent des défis majeurs pour les populations rurales, ralentissant ainsi leur développement, mais compromettant surtout leur qualité de vie. Face à cette réalité alarmante, l'Alliance nationale pour le développement rural a appelé les autorités à revoir
revoir leur stratégie pour soutenir les villageois. Lors d'une réunion tenue à Louga, l'organisation a exhorté l'État à investir davantage dans le monde rural en dotant les villages d'infrastructures sociales de base nécessaires. Tchernofal pour le reportage. Le manque criant d'infrastructures sociales de base dans le monde rural continue de poser des défis majeurs pour les populations. Dans ces zones reculées, l'accès à des services essentiels tels que l'eau potable demeure un luxe inaccessible. De l'eau, qui est un problème crucial dans le monde rural. Parce que quand on n'a pas de l'eau, quand on ne maîtrise pas l'eau, on ne peut avoir une agriculture. Et quand on n'a pas une agriculture moderne, on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire. Donc, ils sont liés. Il faut qu'on ait la maîtrise de l'eau dans ce pays. Par ailleurs, le manque d'électricité prive les villageois d'opportunités de développement économique tout en rendant difficile l'accès à l'information et aux services modernes. Un village sans électricité, ça pose problème. Nous sommes en 2024. C'est pourquoi l'Alliance nationale pour le développement rural demande ou bien veut que l'État du Sénégal fasse une priorité pour l'électrification rurale. Nous demandons que les ressources pétrolières et gazières qu'on attend dans ce pays, au moins 50% de ces ressources soient mis donc dans l'électrification rurale. Sur le plan sanitaire, l'absence d'infrastructures médicales empêche aux villageois de bénéficier de soins de base. Les postes de santé les plus proches sont souvent à plusieurs heures de marche, une situation qui met en danger les femmes enceintes. Si une femme est en état, en tout cas, des fois, on le met dans une charrette et on court avec elle 10 km, cela est extrêmement difficile. Il faut que l'État fasse en tout cas plus d'efforts pour que les services sociaux de base, l'accès soit facile, mais qu'il y ait aussi un personnel qualifié. Lors d'une réunion tenue à Louga, l'Alliance nationale pour le développement rural a exhorté le gouvernement à investir massivement dans les infrastructures sociales de base pour réduire les inégalités entre les zones urbaines et rurales. Le ministère de l'Éducation nationale dit avoir appris avec une profonde indignation et une vive émotion l'agression dont a été victime Cheikh Ahmadou Bamba Souane, enseignant en service à l'école de Lumbi Dobé, commune de Barkedji, département de Linguère. Cet acte criminel des barbares a laissé l'enseignant gravement blessé, plongeant la communauté éducative dans la consternation. Le ministère condamne avec la plus grande fermeté cette violence inqualifiable qui porte atteinte non seulement à la dignité humaine, mais aussi aux valeurs de paix, de respect et de solidarité qui fondent notre système éducatif. Il réaffirme son engagement à tout mettre en œuvre pour que de tels actes ne se reproduisent plus et pour garantir la sécurité et la sérénité nécessaires au bon fonctionnement de nos écoles. À Saint-Louis, l'Office des lacs et cours d'eau a organisé un forum de sensibilisation et de partage sur les dynamiques de genre et l'accès équitable à l'eau dans le nord du pays. Malgré l'existence de multiples cours d'eau, de lacs et de fleuves, les femmes rencontrent des difficultés pour avoir accès aux liquides précieux et redynamiser leurs activités sylvopastorales. Les acteurs de la région de Saint-Louis veulent renverser la tendance afin qu'elle soit plus autonome. Diara Sow est directrice générale de l'Office des lacs et des cours d'eau. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ousseynou Diop et Habib Sek. L'accès à l'eau fait partie des objectifs de développement durable. On l'appelle l'ODD 6 sur l'accès équitable à la ressource en eau. Et aujourd'hui, dans nos projets, il y a plusieurs composantes qu'on met en œuvre. Parmi ces composantes, l'aspect genre il occupe une place de choix. Surtout l'intégration des couches vulnérables, à savoir les femmes, les jeunes et les personnes âgées. Cet accès à l'eau constitue aujourd'hui une problématique assez importante, ce qui fait que dans nos projets, que ce soit par zone géographique, parce qu'aujourd'hui avec les pôles territoires, nos projets sont maillés en fonction des zones, programmes d'accès à l'eau potable. Parce que l'Office des lacs et cours d'eau, nos missions, c'est essentiellement la gestion et la planification des ressources en eau, faire de telle sorte à travers nos projets de mobiliser des mètres cubes d'eau assez importants et ces mètres cubes permettent de satisfaire la demande en eau multi-usage. Et quand on parle de l'eau multi-usage, c'est l'eau pour la pêche, c'est l'eau pour l'agriculture, c'est l'eau pour l'élevage et c'est l'eau pour l'adduction en eau potable.
Allez, culture à présent, le Grand Bal, l'événement musical de l'année assuré par Youssou N'Dour et le Super Étoile a, vous le savez, vécu à Dakar, puis en Gambie. À l'heure du bilan, satisfaction naturellement, mais aussi quelques regrets. Le roi du Mbalax s'est dit navré que des fans n'aient pu accéder à l'esplanade du Grand Théâtre. En toute humilité, Youssou N'Dour a reconnu des failles dans l'organisation et promet de rectifier le tir lors des prochaines éditions. Déclaration faite lors d'une cérémonie de remise de trophées aux partenaires mais aussi aux collaborateurs, et c'était en présence de notre reporter Pape Faraning. Après avoir battu le record d'affluence, mais quelques difficultés ont été notées dans l'organisation. Des centaines de fans de la star planétaire ont eu quelques problèmes pour accéder au Grand Bal. Très sensible à cette situation, Youssou N'Dour promet d'y apporter des rectificatifs lors des prochains événements. Félicitations, ce sont les organisateurs, parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui se posent. Et tout à l'heure, j'étais en réunion avec Cheikh Traoré, qui est pratiquement l'organisateur en tête. Nous avons si liste ñi nga xamé ñom lañu wara remercier. Et tout de suite, à ma grande surprise, agréablement surpris, il m'a dit nous ne méritons pas d'avoir un trophée. Et ça, de toutes les manières, parce que il y a eu quand même beaucoup de petits problèmes liés aux gens qui se sont déplacés, qui ont fait des réservations. Mais quand ça dépasse 10, 20 000 personnes, si ce ne sont pas des places assises, c'est très compliqué à gérer. Parce que je pense que nous avons une amélioration, mais encore une fois, j'espère que la prochaine fois, nous avons un petit trophée. Nous avons les membres de l'organisation au vrai sens du mot. Mais Youssou N'Dour a tenu à dire merci à tous ses partenaires qui ont contribué à la réussite du Grand Bal à travers une cérémonie de remise de trophées. Je suis très content vraiment de remercier toute l'équipe qui est derrière le Grand Bal. C'est énorme et j'ai vu tout ça grandir parce que avec tous les gens aujourd'hui qu'on a vus, beaucoup ont commencé le Grand Bal il y a plus de 10 ans. Et après, on grandit, on maîtrise le Grand Bal, c'est une production extraordinaire. Et je voulais vraiment mettre en avant tous ces gens qui sont dans l'ombre et qui nous aident énormément pour la réussite du Grand Bal. La satisfaction est le maître mot de cette cérémonie. Partenaires et sponsors ont apprécié leur collaboration avec le roi du Mbalax. D'ailleurs, ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin car ils prévoient déjà accompagner le Super Étoile vers d'autres aventures. Bien sûr, on est plus que satisfait. Donc il faut savoir que c'est un compagnonnage qui date maintenant. Youssou N'Dour, le groupe Futur Média, c'est un partenaire du groupe Kirène. Donc on est très soucieux des besoins des Sénégalais. Et le Grand Bal, c'est l'événement, je veux dire, majeur des Sénégalais. Et ce qui est assez spécial avec Youssou N'Dour, c'est toutes les tranches d'âge. Et en plus, ce qui est gentil, non seulement il nous fait travailler, mais il nous invite encore pour nous dire merci. Et je pense que le merci, c'est nous qui devons le dire. Hein? Cette distinction nous encourage à persévérer pour mieux faire la prochaine fois lors du Grand Bal 2026 et nous comptons faire des améliorations. Alors nous sommes satisfaits, c'est la première fois que nous nous engageons à cet événement et nous sommes vraiment satisfaits et espérons pouvoir perdurer la collaboration. Le Grand Bal, comme à l'accoutumée, c'est un grand événement. Et moi, je me considère comme membre de GFM et le patron nous associe surtout. Des trophées ont été décernés à ses amis, collaborateurs, partenaires et tous ceux qui ont œuvré pour la réussite du Grand Bal 2025. Parlons à présent des préparatifs pour la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Moulaye. Après Yoff Ngor, les fidèles se sont rendus à Cambérène pour une opération de nettoiement. Vision 129 en charge des préparatifs en collaboration avec le comité d'initiative pour le développement de Cambérène ont dirigé les activités. La devanture du domicile privé du Khalife général des Layènes ainsi que les rues ont toutes été nettoyées et c'était sous l'œil vigilant de deux reporters, Alassane Ba et Amadou Ba.
une forte mobilisation des populations pour marquer cette journée d'investissement humain. Après Yoff et Ngor, c'est au tour de Cambérène. Une fois que nous terminons le nettoiement au niveau de la grotte, la 3e semaine maintenant, c'est la semaine où nous sommes actuellement, c'est une occasion pour venir à Cambérène 2 pour déjà faire du CCTL dans la résidence privée du Khalife général des Layènes qui se trouve derrière nous. Et aussi c'est une occasion pour mobiliser les troupes au niveau de Cambérène et environ pour que les gens se mettent dans la dynamique des festivités. La réussite de cette journée est le fruit de la collaboration entre Vision 129 et le comité d'initiative pour le développement de Cambérène. Ici c'est leur fief à Cambérène. C'est eux qui nous ont reçus ici, qui ont mobilisé la population pour les consultations et aussi qui ont mobilisé la population pour nous aider dans cette séance de cette étale pour que les choses puissent aller très vite et qu'on puisse finir de la meilleure des façons. Et donc j'insiste encore, c'est le comité d'initiative pour le développement de Cambérène qui est en train d'abattre un excellent travail en marge de la célébration de l'appel. Et donc aujourd'hui nous avons noué un partenariat avec eux. Au-delà du nettoiement des rues et du domicile privé du Khalife, Vision 129 a initié à travers sa commission santé des journées de consultation gratuites. Nous avons 2 consultations à mener ici à Cambérène le 18 aujourd'hui. Donc nous sommes là pour une consultation générale, une consultation pédiatrie, dépistage diabète, dépistage HTA et gynéco. Donc demain, Inch'Allah, nous comptons aller à Yoff pour la 2e consultation. De 9h30 jusque-là, nous sommes à 200 et quelques patients consultés et on les a donné des médicaments. Et pour cette année, comme je le disais, une fois que nous terminons les 3 premières semaines du programme, la 4e semaine, qui est la dernière semaine qui précède l'appel, est une occasion maintenant pour offrir des dons, des denrées de première nécessité, pour le permettre d'être dans une bonne dynamique pour recevoir les pèlerins qui doivent venir pour ces deux jours de célébration. Et donc c'est une semaine que nous dénommons opération Mam Koumbandoy, en référence à Sainte-Mère de Seydina Limamou. Les activités vont se poursuivre. Ce dimanche, le comité d'initiative pour le développement de Cambérène va se rendre sur le site qui va accueillir les festivités pour une opération de nettoiement. De cette 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye, le Centre des jeunes dirigeants du Sénégal veut positionner son mouvement en tant qu'acteur incontournable dans les réflexions économiques et dans la problématique de tous les dirigeants d'entreprises du Sénégal. Ils ont organisé ce matin 2 masterclass avec l'appui de l'état-major de l'armée du Sénégal, le général El Hadj Niang. Selon les membres de ce centre, eh bien, les problèmes sont partout les mêmes dans tous les pays pour les dirigeants d'entreprise et il s'agit de se déployer plutôt pour atteindre des performances globales. Nous écoutons tout de suite Mariam Abba, présidente du CJD Sénégal au micro de Al-Hassane Amadouba. Notre masterclass avec l'accompagnement de l'état-major de l'armée du Sénégal en la présence du général Niang qui va nous accompagner sur un masterclass sur comment atteindre des sommets. 2025, c'est de se positionner en tant que jeune dirigeant, c'est de positionner le mouvement en tant qu'acteur incontournable dans les réflexions économiques, acteur incontournable dans la problématique de tous les dirigeants d'entreprises du Sénégal. Nous vivons en ce moment une période de difficultés. Nous sommes sortis du Covid, nous avons eu quand même pas mal de difficultés en tant que dirigeants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la problématique de tous les dirigeants, que ce soit le dirigeant de Dakar, que ce soit le dirigeant de Saint-Louis, que ce soit le dirigeant de France, de Chine, nous avons tous les mêmes problématiques. Donc nous attendons des dirigeants sénégalais, mais même des dirigeants, on va dire, dans sa globalité et même dans sa globalité mondiale, c'est d'avoir un regard attentif envers les dirigeants. Parce que nous, dirigeants, en fait, nous sommes peut-être en bas de la chaîne économique, mais sinon qui apportons beaucoup de valeur. Parce que nous avons en notre sein des entreprises de renom, nous avons en notre sein des collaborateurs et nous avons besoin finalement d'accompagnement de toutes ces institutions économiques, sociales, pour nous permettre à nous de nous déployer, pour nous d'atteindre notre performance globale, mais également accompagner le pays dans lequel nous vivons dans son émergence. Et donc nous avons vraiment des forces vives à l'intérieur de notre association. Allez, on passe au sport avec le Casa Sport qui suit avec intérêt, mais surtout discernement, lucidité et sérénité l'évolution de la situation concernant le transfert de son ex-société à Nicolas Jackson de Villarreal à Chelsea et œuvre avec l'administration de la Fédération sénégalaise de football à surmonter les difficultés y afférentes afin de permettre au club de rentrer dans les meilleurs délais dans ses fonds. Aujourd'hui, plus que jamais, le Casa Sport est convaincu que ce dossier va trouver une issue heureuse.
et exhorte par conséquent ses partisans et sympathisants à renforcer la mobilisation autour de leur équipe fanion pour lui permettre de redresser la pente en championnat et de s'inscrire résolument dans la reconquête de son récent passé glorieux. Un communiqué signé donc le manager général du Casa Sport, Siaka Bodjan. Éviter de tomber dans une longue domination stérile, avoir un bloc d'équipe compact et haut sur la pelouse, ce sont là les clés du match pour l'ASC Jaraaf en déplacement en Algérie pour défier l'USM Alger ce dimanche lors de la 6e journée de la Coupe CAF. Le représentant du Sénégal dans cette compétition a juste besoin d'un nul pour se qualifier au prochain tour. Le compte-rendu, c'est avec Chersali Boudjara. En Algérie, à la recherche d'un point qualificatif au prochain tour de la Coupe CAF, l'ASC Jaraaf est attendu à être efficace défensivement et offensivement face à l'USM Alger pour y arriver. Ce que je conseillerais au Jaraaf, c'est de densifier davantage la capacité du bloc d'équipe. Parce que sur les matchs passés, les équipes adverses ont eu des situations qui sont dues à la porosité de la défense à certains moments. Donc il faudra vraiment refaire le bloc d'équipe, travailler la capacité dans la phase de reconversion et ne pas laisser les espaces aux Azériens. Le Jaraaf a la possibilité aujourd'hui de ne pas craindre ce match-là, quelles que soient les hostilités envisagées par rapport à ce qui s'était passé au match aller, c'est-à-dire qu'il faut être concentré et très précis. Et quand je parle de précision, c'est surtout dans les phases offensives où les pertes de balles plombent le développement de l'équipe et nous exposent à des contre-attaques. Tout ne pas commettre l'erreur de jouer trop bas. Il faudra être vraiment efficace et je pense que le Jaraaf peut s'en sortir. Contre l'USM Alger, une équipe roublarde est déjà qualifiée. Jaraaf doit éviter de tomber dans l'euphorie d'une domination. N'est plus la légendaire équipe de l'USM qui prenait les matchs en main, les dominait et les gagnait. Je vois l'USM qui joue avec beaucoup de maturité et se basant sur les faiblesses. Ils sont en étude des faiblesses de l'adversaire pour porter des coups. Ils identifient rapidement les faiblesses de l'adversaire et sont capables de porter des coups. Quand vous laissez une domination qui n'est que virtuelle, parce que voulue, et si vous pensez que vous êtes au-dessus du USM et que vous allez en euphorie sans retenue, ils peuvent vous faire mal. Donc il faudra jouer avec beaucoup de maturité et essayer de faire comme eux, avoir beaucoup de stratégie dans le jeu et identifier également les faiblesses de l'USM pour porter des estocades également. Après avoir concédé le nul blanc à l'aller face à l'USM Alger, Jaraaf joue sa survie dans la Coupe CAF ce dimanche à partir de 19h. Un partage des points encore ferait son bonheur. Et juste avant de se quitter, ce drame qui s'est produit ce samedi 18 janvier 2025 à Benteigné, c'est dans la commune de Diass. Le mur d'un chantier en cours d'édification s'est subitement effondré, provoquant la mort de 2 ouvriers et blessant gravement 2 autres. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Les autorités cherchent à établir si des négligences ou alors des défauts de construction ou des manquements aux normes de sécurité ont contribué à cette tragédie sur laquelle nous reviendrons certainement lors de nos prochaines éditions. Voilà qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bonne soirée.